Laure de la Rodière, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ARCEP, qui est donc l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et qui répond également aux doux sobriquets de gendarmes des télécoms. Euh, En janvier dernier, vous lanciez le plan Ambition 2030 pour l'ARCEP, avec une promesse forte, hein, des infrastructures numériques partout. Ça, on va dire c'est presque déjà fait. Pour tous, il y a un peu de chemin à faire, et pour longtemps. Ça, on va le détailler un petit peu. Donc, au sein de cette démarche-là, quelles sont les trois grandes priorités que vous avez identifiées et que vous souhaitez mettre en œuvre? Alors, je vais vous en citer quatre aujourd'hui qui sont dans notre feuille de route à court terme. L'ambition 2030 reprend 9 objectifs stratégiques, donc c'est un peu plus large, mais je vais citer quatre aujourd'hui. Alors, notre première ambition, je dirais, c'est d'avoir en fait des réseaux, assurer la pérennité des réseaux fibres dans tous les territoires. Et la pérennité, ça passe par deux chantiers qu'on a ouverts. La qualité de l'exploitation des réseaux fibres, et j'en parle très souvent. Vous savez, j'ai été très choquée quand je suis arrivée en 2021 à mon poste en tant que présidente de l'ARCEP, de voir que la filière n'avait pas mis en place des processus d'échange d'informations entre les opérateurs de commerciaux et les opérateurs d'infrastructures sur le terrain. Et donc, il y avait des pratiques, des agents d'intervention innommables partout sur tout le territoire et qui généraient des problèmes de qualité de service sur l'ensemble des réseaux fibres et singulièrement sur certains réseaux qui étaient qualifiés accidentogènes. Donc notre première action, c'est d'assurer la qualité de l'exploitation et il y a des progrès. On voit dans l'observatoire qu'on a mis en place que les situations, notamment des réseaux les plus accidentogènes, s'améliorent. On voit le baisse du taux d'échec au raccordement et des taux de panne. Mais je suis très vigilante et je mets la pression sur la filière pour que l'ensemble du plan d'action se poursuive et qu'ils assurent bien, notamment ils s'assurent bien en permanence d'avoir un SI sur le terrain, un SI qui corresponde exactement à ce qui se passe sur le terrain. Sinon, naturellement, ça dérive. Les deuxièmes travaux qu'on a lancés sur la pérennité des réseaux, c'est celui qui concerne l'économie des réseaux d'initiative publique, l'économie tarifaire. Plusieurs collectivités nous ont saisis, alarmés sur le fait que les coûts d'exploitation auxquels ils faisaient face ne correspondaient pas aux tarifs qui étaient Qui avait été mis en aujourd'hui place au départ. Ouais. exactement en place au départ, avec quand même une indexation, mais disons qu'il y avait eu au fil du temps une décorrélation entre les coûts par rapport aux tarifs. Donc on a ouvert, grâce à du recueil de données auprès de certains opérateurs d'infrastructures, on a pu commencer à étudier ce sujet en 2024. Et là, on a fait part de notre ambition, en fait, de mettre en place, d'ici la fin de l'année, un modèle de coût. Et en attendant, qui seraient partagés pour objectiver les situations. Donc la première étape, c'est de définir les indicateurs qui reflètent les coûts d'exploitation, quels sont les indicateurs pertinents et qui doivent être ce langage que vont avoir les territoires en commun avec les opérateurs et avec l'ARCEP, pour in fine conduire à un modèle de coût permettant une valorisation en fait des coûts d'exploitation selon le type de territoire et de façon objective. Donc on est bien sur la partie coût d'exploitation, hein, on n'est pas sur la partie coût de déploiement. Ça, c'est un autre sujet qui fait référence beaucoup plus aux business models qui ont été montés par les collectivités et par les opérateurs aussi au moment du lancement de l'appel d'offres. On a donc l'objectif que ce travail puisse servir aux collectivités par rapport aux avis tarifaires qu'ils ont à rendre, par rapport aux données tarifaires des DSP, et puis deuxièmement aussi pour nous, dans nos propres évaluations tarifaires, et bien sûr entre négociations entre les OI et les OC, comme étant une référence finalement de négociation de bonne foi pour adapter les coûts et les tarifs d'exploitation des RIP. On comprend bien ce nouveau référentiel tarifaire sur l'exploitation, mais je reviens une minute sur la question des coûts de déploiement finaux, puisque en fait la copie a pas mal évolué, avec notamment, on est entré dans la phase des raccordements longs et complexes, ou longs d'un côté, complexes de l'autre, parfois les deux en même temps, qui n'étaient pas forcément dans les radars au départ. Vous disiez à l'instant, ça dépend finalement des contrats qu'ont passé finalement les délégants avec leurs délégataires. Est-ce que de ce point de vue-là, l'ARCEP prévoit d'avoir un avis, un conseil ou
un regard justement un peu élargi sur cette problématique spécifique qui fragilise le modèle économique de certains opérateurs. Oui, on a rendu une recommandation l'année dernière, en fait, sur le sujet des raccordements, et on a précisé que il était pas injustifié, en fait, que les raccordements complexes puissent faire l'objet d'une tarification spécifique, en matière de raccordement. Donc ça, pour moi, c'est traité. Les D'accord. raccordements longs, c'est différent. Les raccordements longs, ça peut aussi faire l'objet d'un tarif spécifique si les acteurs sont d'accord, mais ils étaient plus facilement identifiables dès le départ, les Oui, raccordements longs, parce qu'il n'y a pas d'absence de génie c'est civil. vrai. Ce qu'on appelle raccordement complexe, c'est quand il y a une absence de génie civil Et qu'on le en domaine découvre. public et qu'on le découvre. Et donc là, on a dit, bah, il n'est pas injustifié d'avoir un tarif de raccordement spécifique. C'est clair. Ça, donc, premier volet, enfin, première priorité, cette pérennité, effectivement, des infrastructures. Vos autres priorités, quelles sont-elles? Deuxième priorité, c'est dans la feuille de route, c'est s'assurer d'une fermeture du réseau cuivre qui soit au bénéfice des utilisateurs et au bénéfice de l'ensemble de la filière. C'est un projet structurant pour l'ensemble de la filière, c'est un Clairement. projet structurant aussi pour les Français et pour les entreprises françaises. La bonne nouvelle, c'est que le lot 1 de fermeture technique, qui était 200 000 locaux, s'est bien passé, Ouais. avec une collaboration et une coopération de l'ensemble des acteurs, opérateurs d'infrastructures, opérateurs commerciaux, avec l'appui des collectivités pour accompagner les publics les plus fragiles, afin de les rassurer, afin de leur dire qu'il existe, par exemple, des offres téléphonie seule sur Internet au prix de ce qui existe sur le téléphone, Oui. sur le cuivre, Sur le ce qui n'est cuivre pas actuellement, connu. oui, tout à fait. Donc tout ça s'est bien passé, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que les réseaux fibres continuent à se remplir et se remplir rapidement. Il y a plus 4 points d'augmentation du taux d'abonnés sur la fibre entre premier semestre 2025 et deuxième semestre 2025, donc en un trimestre. Et on est aujourd'hui à 79% des abonnements Internet qui sont sur la fibre, D'accord. 79% des abonnements Internet filaires qui sont sur la fibre, et il y a une très bonne dynamique. Donc forcément, quand je dirais la baignoire du cuivre se vide, c'est une très bonne chose pour faciliter la fermeture du réseau cuivre. C'est une très bonne chose aussi pour la rentabilité des investissements qui ont été faits sur les réseaux fibres, que les réseaux fibres se remplissent. Maintenant, on sera vigilant à ce que les critères permettant la fermeture du réseau cuivre par exemple soit bien remplis, c'est-à-dire, un, la fin des déploiements Oui. fibres, et deux, le fait que des offres adaptées sont bien disponibles et réellement disponibles, efficientes, enfin qu'elles marchent sur les réseaux fibres, notamment pour les entreprises. Donc c'est des points qu'on va examiner de façon très attentivement d'ici 2 échéances qui sont plus importantes. Fin janvier 2026, le lot 2 de la fermeture technique, avec environ 900 000 locaux qui sont prévus. Donc on est déjà sur un lot plus important, Ouais. plus industriel, on va dire. Et puis la fermeture commerciale de 90% des locaux en France. Donc là, on est sur un nombre de locaux très important, aussi fin janvier 2026. Voilà. Fin janvier 2026. Ça, on est en train de travailler avec les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux, et bien sûr l'opérateur Orange en tant qu'opérateur Évidemment, cuivre, oui. et les collectivités pour la réussite de ce projet. Donc priorité 1, assurer la pérennité des réseaux. Priorité 2, assurer une bonne transition entre le cuivre et la fibre. La numéro 3? La troisième priorité fait appel à nos nouvelles compétences, en fait, issues de la loi sécuriser et réguler l'espace numérique depuis 2024. On est régulateur des fournisseurs de services cloud et des prestataires de services d'intermédiation de données en France. Alors, quels sont nos objectifs? Nos objectifs, c'est de faciliter, de lever les barrières techniques et commerciales qui existent sur le marché pour faciliter le changement de fournisseur cloud. Quel est le bénéfice en fait? Aujourd'hui, une collectivité, puisqu'on est à l'université de transition numérique des territoires et qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont impliquées dans les enjeux de transition numérique des territoires, une collectivité veut assurer sa numérisation sur un cloud souverain. Oui. Or, pour que des clouds souverains puissent émerger
puisse réellement être une situation alternative par rapport aux opérateurs dominants, il faut que le changement d'un fournisseur à l'autre soit possible. Et là, ça vise à mettre des normes pour lever des barrières techniques et commerciales pour faciliter le changement de fournisseur. J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas en fait avoir de développement de cloud souverain en France, et pourtant c'est une ambition de la France, sans avoir un marché ouvert des fournisseurs de cloud. Et c'est ce que nous avons la mission de réaliser dans le cadre des nouvelles compétences qu'on a. Et deuxième sujet, on a aussi la mission de labelliser des intermédiaires de données. Oui. C'est un nouveau statut qui doit assurer un cadre de confiance. Ce label assure un cadre de confiance entre des détenteurs de données et des utilisateurs de données. Et ça, c'est extrêmement important entre certaines collectivités et certains utilisateurs pour échanger des données, d'avoir ce cadre de confiance technique et contractuel permettant d'utiliser les données. Et il y a des nouveaux prestataires qui se mettent sur ce marché d'intermédiation de données de confiance, je dirais. Et quelles sont leurs compétences et leurs prérequis pour devenir intermédiaire de données? Alors, leurs prérequis, leurs compétences, c'est des compétences techniques. Bien évidemment, il y a une plateforme technique d'échange de données, mais la partie que nous vérifions, c'est des enjeux de sécurité, c'est des enjeux le prestataire de services d'intermédiation ne doit pas être en conflit d'intérêts par rapport à ses clients. Et ça restera pas mal le champ. Aujourd'hui, des gens qui font de l'intermédiation de données, ils sont souvent brokers ou enrichissent les données. Donc là, il y a un cadre qui fait que les clients des prestataires de services d'intermédiation de données savent que le prestataire ne fait que de l'échange de données, la normalisation de format à la rigueur de données pour permettre une meilleure utilisation, mais assure ce cadre de confiance en matière de sécurité, en matière commerciale. Ils vont faire l'objet d'une sorte d'agrément, ils vont être validés par l'ANSSI ou c'est un label? Non, c'est nous qui vérifions. C'est vous qui décernez le label suite au fait de les avoir audités. Exactement. Et concernant le point que vous indiquiez tout à l'heure sur justement le fait de pouvoir changer de fournisseur de stockage de ces données, de cloud, ça va se traiter probablement aussi au niveau européen, à travers le BEREC? Bien, alors ça se traite au niveau européen parce que la loi française a adopté en avance de phase le Data Act, enfin Data. Oui, d'accord. Voilà, et donc ce qui nous a permis de monter en compétence sur ce marché-là, Okay. De faire des analyses en fait de marché, qui nous a conduit à mettre en consultation publique à la fois une recommandation tarifaire concernant le transfert de données en cas de migration de fournisseurs de services. Donc là, on estime que le transfert de données doit être égal à 0 parce que le fournisseur de services de cloud n'a pas de coût supplémentaire en fait lié à ce transfert de données. On ne parle pas des prestations annexes qu'il peut fournir. On parle juste du transfert de données. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Et puis deuxièmement, de publier à l'été des recommandations de bonnes pratiques pour faciliter le transfert d'un opérateur à l'autre, normalement, notamment d'apporter de la transparence aux clients sur le degré de migration possible, apporter de la transparence sur la durabilité des API que le fournisseur devra fournir. Alors durabilité, je dis dans le temps, c'est-à-dire à quelle mise à jour logicielle peut s'appliquer l'API auquel je peux bénéficier moi pour faciliter le changement de fournisseur. En fait, tous ces sujets-là, nous les avons mis sur la table avec les acteurs, on échange avec eux et on portera en fait nos recommandations au niveau européen, bien évidemment, parce que le cadre de régulation finale et les normes techniques sont prises au niveau européen dans le cadre du Data Act. Mais on est dans une perspective où demain, si on a des données sur AWS ou chez Google, on peut espérer les récupérer et les mettre sur un cloud souverain. Alors oui, c'est déjà théoriquement possible, vous diront ces acteurs-là, bien évidemment. Et le marché est quand même concurrentiel. Propriétaire de ces données. Le marché est concurrentiel, mais il y a deux phénomènes. Il y a un, c'est que techniquement, les clients n'ont pas une information parfaite de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Deuxièmement, il n'y a pas une durée dans le temps suffisante en fait des API, une stabilité des API permettant l'équivalence fonctionnelle. Et puis le troisième sujet qui est plus spécifique à certains grands acteurs sur ce sujet-là, c'est qu'ils ont des pratiques
concurrentiel, pas très équitable. Je pense par exemple à Microsoft il est difficile aujourd'hui d'avoir l'ensemble des services d'Office 365 si on ne prend pas le service cloud. Si on n'est pas chez Voilà. Azure, ouais. Et là, on aimerait que la Commission européenne puisse intégrer en fait les services cloud au sein du Digital Market Act, qui permet de définir des services essentiels qui doivent être indépendants finalement des autres services que peut fournir le même fournisseur. En l'occurrence, j'ai cité Microsoft, les autres ont des pratiques à peu près similaires. Vous m'aviez promis une quatrième priorité. Et quatrième priorité, non des moindres, c'est réduire l'impact environnemental du numérique. Alors ça, c'est un marqueur de votre mandat depuis le début, la prise en compte des questions environnementales. Ça a été porté par Sébastien Soriano, l'ancien président de l'ARCEP, en premier. Et je lui rends honneur d'y avoir, de s'être emparé de ce sujet avant que ça soit dans l'actualité générale. Mais nous avons, oui, bien évidemment, travaillé depuis fin 2020 très largement sur cet enjeu. Nous le portons au niveau européen et on pense en particulier qu'il est extrêmement important que l'Union européenne, la Commission européenne, prenne des mesures obligeant l'éco-conception des services numériques. Parce qu'il faut prendre le problème à la source. Le problème à la source, c'est pas de limiter les usages numériques, de culpabiliser les gens sur les innovations numériques, surtout pas. Et moi, je suis une fan de ce que peut faire le numérique en termes de transformation. Mais en revanche, mobiliser l'éco-conception des services numériques, c'est mobiliser le problème à la source. Si vous avez des vidéos qui utilisent des codages plus efficients, si vous avez des mises à jour logicielles de sécurité qui sont disponibles pour des anciens modèles de terminaux de plus de 10 ans. Si vous avez, si vous limitez même limiter ou interdisez l'autoplay sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est un bénéfice pour l'environnement, mais c'est aussi un bénéfice pour lutter contre l'addiction en ligne. En fait, toutes ces mesures-là doivent être prises au niveau européen, et comme ça, il y aura un bénéfice sur l'ensemble de la chaîne du numérique, des briques du numérique, que ce soit les terminaux, les réseaux ou les data centers. Et aujourd'hui, l'éco-conception des services numériques et s'adresser aux services numériques, c'est un angle mort de toutes les politiques en matière environnementale, et ça me désespère parce qu'il y aura un bénéfice pour tout le monde et sans atteinte en fait à l'utilisateur et au choix d'utiliser les services qu'il veut. Alors j'imagine que vous avez accueilli très, très positivement la démarche d'Infranum, qui pour le coup a publié un référentiel carbone et puis aussi un guide pour aider les membres de la filière à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils se sont pris en main de ce point de vue-là, ils n'ont pas attendu qu'on réglemente pour le coup. C'est une excellente initiative. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas réglementer pour réglementer. Nous, on est très favorable à la régulation par la donnée qui permet aux acteurs de s'emparer d'un sujet et d'avoir à leur disposition des leviers utiles pour agir. Donc, et c'est ce que fait Altitude, c'est ce que fait Intranum à travers ces deux guides. C'est d'autant plus important d'ailleurs que les collectivités qui sont en relation avec les opérateurs d'infrastructures ou qui sont en relation avec les acteurs du numérique ont l'obligation, celles qui ont une certaine taille, de faire un schéma directeur de réduction de l'impact environnemental du numérique. Et donc, ce sont des outils très utiles que fournit ainsi Infranum. La deuxième chose, et je m'en réjouis en fait, c'est ça. Cela montre aussi que l'ensemble de l'écosystème en France s'est emparé de ce sujet-là. Et donc, c'est un atout considérable pour nous pour porter nos sujets au niveau européen et pour montrer le bénéfice, en fait, qu'en retire l'ensemble de la filière. Parce que si la filière fait ça, c'est aussi qu'il y a un intérêt économique, qu'il y a un intérêt compétitif. Ce sont des acteurs économiques. Et donc, ils ont bien évidemment la rentabilité et l'image, en fait, qu'ils veulent renvoyer par rapport à ces enjeux en tête. Et donc, montrer que c'est pris en compte par nos acteurs sur le terrain, c'est un bénéfice considérable pour nos messages au niveau européen pour faire avancer ce sujet. Et une forme d'exemplarité. Merci beaucoup Laure de la Raudière. Donc pour des infrastructures numériques partout pour tous et pour longtemps et sobres, on l'a vu. C'est donc pour longtemps. Et c'est donc pour longtemps parce que donc, ça, plus on est sobre, plus ça dure. C'est d'inclus dans pour longtemps. C'est durable dans tous les sens du terme. Voilà, exactement. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ARCEP, ici sur les universités de la transition numérique des territoires à Dijon. Merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup Sébastien. À bientôt.